ici à l'atelier du Chat Perché, donc je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle. On a un atelier d'auto-réparation vélo accessible à toutes et tous. En échange d'une adhésion de 15 € annuels, vous avez accès pendant les permanences aux différents outils qui se trouvent tout autour de vous, à des pièces de vélo récupérées sur des vélos qui nous ont été donnés, donc des pièces d'occasion à prix libre, et également au conseil des bénévoles si vous avez besoin. Les permanences sont tenues donc, par une vingtaine de bénévoles, accompagnés par un collectif de gestion d'une dizaine de personnes. Sur l'année qui vient de passer, on a comptabilisé à peu près 1500 adhérents, qui sont globalement du quartier, mais également des quartiers périphériques, puisqu'on est le seul atelier en rive gauche. Et nos objectifs, c'est tout ce qui est pratique du vélo, recyclage, politique de réemploi, et également un accueil de toutes et tous, avec une lutte particulière contre le sexisme et le racisme. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'être là. Bonsoir, vous êtes ici à l'invitation du collectif Habitons Mazagran. Donc, le collectif Habitons Mazagran, c'est un collectif qui rassemble des habitants, l'atelier vélo bien sûr du Chat Perché, des architectes et des porteurs de projets. Donc on n'a pas de lien ni avec aucun parti politique, ni avec la municipalité, même si on est en dialogue avec la municipalité. D'ailleurs, Loïc Grabert, l'adjoint à l'urbanisme du 7e, s'excuse de ne pas pouvoir être présent. On doit avoir des représentants peut-être de la mairie ou de la métropole dans la salle, si c'est le cas, on les salue et on vous remercie de votre présence. Ce collectif s'est formé pour proposer des alternatives à la démolition de l'îlot Mazagran, on va nommer l'îlot à Mazagran 2, et impliquer le voisinage, les gens qui sont en lien avec ce quartier, sur le devenir de son quartier, pour faire ce projet une aventure collective et exemplaire. Alors pourquoi on est rassemblés ce soir? Pour présenter ce projet de démolition de ce que l'on peut considérer comme le dernier îlot composé de bâtiments d'activité du quartier, au profit d'une opération de logement. Donc, pour rappel, ce dont on parle, c'est ce qui concerne le quadrilatère autour du Chat Perché. La place Mazagran, l'îlot d'Amarante reste là. C'est là on parle de ce qui se passe entre les rues Salomon-Rénac, Cluzan, Jugan et Bèchevelin, juste autour de nous. Donc, l'atelier ici, Chat Perché, est amené à disparaître dans un peu plus d'1 an. Tout ça, normalement, doit être démoli. Et nous, atelier, on a un bail précaire qui se termine en mars 2019. Donc le projet que porte le collectif, il souhaite rassembler le plus largement possible, sans a priori. On n'est pas contre quelqu'un en particulier, mais on pense que c'est notre responsabilité de tous de ne pas laisser faire ici n'importe quoi. Nous espérons que notre action sera entendue, qu'elle incitera des décideurs politiques à reconsidérer leurs projets. Et donc nous sommes ici nombreux et déterminés à éviter un projet qui serait, on pense, très dommageable pour la guillotière. Pour vous présenter un peu les relais de la soirée, donc les architectes membres du collectif vont présenter une courte analyse du quartier, en particulier le phénomène des démolitions que l'on constate, en lien avec le plan local d'urbanisme dont l'enquête publique s'est terminée récemment. Voilà, il y a des projets, il y a des esquisses qui vous seront montrées. L'idée, c'était que c'est plus facile de réfléchir avec des choses, des petits dessins, des petites idées, des petits traits, plutôt qu'en partant d'une page blanche. Donc vous avez pu voir ça autour de vous. Il y a des porteurs de projets, donc des gens qui ont des projets sur ce territoire, sur ce quartier, qui en ont présenté quel est pour eux l'intérêt, quel est pour eux l'envie, quel est pour eux le besoin de s'insérer dans cet espace de la guillotière. Et puis on gardera un temps d'échange, bien sûr, après pour échanger tous ensemble sur tout ce qui aurait été dit. On va essayer de garder plutôt toute cette partie de questions plutôt pour la deuxième partie de la soirée.
Mais bon, voilà, bon, l'idée c'est vraiment que ce temps d'échange, il se fasse dans le respect des paroles des uns et des autres, des avis des uns et des autres. Voilà, un temps d'échange bienveillant, constructif et orienté, ciblé sur le projet de ce soir. On ne va pas ici faire la liste de tous les problèmes du quartier, outre ceux qui nous rassemblent ce soir. Donc ce soir c'est la première réunion et donc, on est très très heureux qu'on soit si nombreux. Donc c'est une réunion qui a l'initiative d'une initiative citoyenne et qui est donc l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Donc sur les aspects pratiques, vous avez vu un petit dessin peut-être à l'entrée, au revers de ce meuble, sur lequel vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, à la fin de la réunion, dessiner, rajouter, écrire, composer. Il y a sur les présentations qui seront faites ce soir, vous avez certains panneaux là-bas qui les reprennent. La réunion est filmée de dos, donc personne ne sera vu. Ça va permettre à ce que les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce soir puissent voir ces images. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pourrez laisser votre contact à l'accueil pour être inscrit sur la liste de diffusion, d'information, pour vous informer de la suite des actions du collectif Habitant Mazagran. Voilà. N'oubliez pas de boire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, je m'appelle Alexis. Je vais vous présenter brièvement une petite étude sur le contexte des démolitions dans le quartier. Peut-être juste pour rappeler auparavant, donc ce soir on ne parlera ni du bruit, ni des incivilités, ni des crottes de chiens, ni de la gentrification, thème passionnant, mais que nous n'aborderons pas de fond, puisque si les démolitions ont souvent un effet gentrificateur, ce n'est pas le seul effet qu'ont les démolitions dans le quartier, elles entraînent de nombreux autres effets que nous allons donc aborder ce soir. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu la carte du quartier. Le quartier construit essentiellement au XIXe siècle avec en amont le faubourg de la Guillotière qui lui est plus ancien, avec sa voie plus sinueuse. Ce quartier, après une phase de constitution, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, en fait, s'en est suivi une phase de démolition petit à petit du quartier, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle essentiellement. Donc le quartier est encore marqué aujourd'hui par une diversité de constructions qui entraîne une diversité d'activités. Ces activités elles nous viennent donc essentiellement d'activités passées, mais qui permettent encore aujourd'hui finalement à une multiplicité d'activités, à une population hétérogène de se côtoyer. D'une façon schématique, le nord du 7e arrondissement, que vous avez donc là à l'écran, est plutôt composé de bâtiments d'activités de taille modeste et de bâtiments de logement, alors que le sud de l'arrondissement, côté Gerland, était plutôt occupé de très grands éléments industriels qui ont pratiquement tous disparu aujourd'hui. Alors, concernant les démolitions, elles sont indiquées sur cette carte. Les premières, peut-être qu'on peut les dater, une première importante démolition daterait des années 70. Au départ, elles sont assez éparses sur le quartier. Elles suivent probablement des logiques de coup par coup, de choses comme ça. Et en fait, dans un deuxième temps, ces démolitions ont commencé à s'accentuer, et notamment ces 15-20 dernières années, elles ont été de plus en plus nombreuses. Elles concernent d'abord, comme vous le voyez à l'écran, essentiellement les grandes parcelles industrielles qui sont plutôt situées à l'est du quartier. C'est tout ce qui est après, derrière la place Saint-Louis. Et avec aujourd'hui une accélération du phénomène et en tout cas une concentration de ces démolitions aussi sur des parcelles de plus en plus ténues au centre du quartier. La carte qui suit, celle-ci montre, on l'a intitulé la carte générale des démolitions. Donc elle représente les démolitions passées et les démolitions actuelles et très probables dans un futur proche, parce que notre étude en fait a démontré que tout le bâti bas du quartier, ce qu'on appelle les dents heureuses, pour éviter ce sinistre mot de dents creuses qui considère que toutes ces constructions basses doivent être comblées. Ces dents heureuses en fait apportent la qualité et l'habitabilité de ce quartier, puisqu'elles nous permettent notamment d'avoir encore un rapport au ciel et d'avoir de la lumière dans les rues. Sur ces démolitions, cette carte-ci représente des grands secteurs qui ont été vraiment démolis de façon extrêmement importante. Sur la suite, sur quelques effets liés à ces démolitions, et peut-être avant tout pour en expliquer les causes.
Évidemment, on ne démolit pas pour aucune raison. Il y a avant tout la désindustrialisation dans les années 70 qui frappe, qui fait que beaucoup de bâtiments industriels se retrouvent en friche. Ils ont été sauvés un temps par les garages automobiles qui ont pris le relais, mais aujourd'hui, finalement, ils offrent des possibilités constructives assez alléchantes. La population de la Guillotière aussi, nous tous, nous n'avons été peut-être par rapport à d'autres secteurs de Lyon moins sensibilisés au patrimoine, à notre patrimoine et au patrimoine industriel. Pour exemple, à la Croix-Rousse, il existait plus de 1000 bâtiments à préserver, quand le quartier, je ne sais plus exactement le chiffre, au PLU actuel, on parlait de 14 ou 15 bâtiments. Les outils de protection du patrimoine aussi, par exemple au plan local d'urbanisme, il existe des secteurs d'intérêt patrimoniaux, et c'est vrai que ces outils n'ont peut-être pas toujours rempli leur rôle, parce qu'on a pu aussi observer qu'entre le plan local d'urbanisme actuel et le nouveau plan local d'urbanisme à venir, plusieurs secteurs d'intérêt patrimoniaux ont simplement disparu, parce que tout le patrimoine qui s'y situait a été rasé. Ainsi donc, on classe une zone, mais ensuite on la déclasse quand il n'y a plus de patrimoine. Il faut voir aussi que tout cela est favorisé par une économie qui fait moins la part belle à l'économie locale, qui a des actions un peu à court terme, où certes, construire du logement sur des parcelles comme celle-ci, c'est un boom économique, mais vraiment dans une logique à court terme et peut-être pas à long terme, où ces lieux en fait, ont un potentiel de réversibilité et de développement économique à long terme. Il faut voir aussi évidemment qu'on construit parce qu'il existe un besoin de logement bien réel, auquel la métropole répond évidemment de manière plutôt quantitative, c'est-à-dire alors même qu'il existe des logements vacants et que les territoires alentours n'ont pas forcément la même dynamique, on peut penser à Saint-Étienne, à Bourg-en-Bresse, etc. On a plutôt tendance à construire dans les zones tendues, dans les zones aussi où il y a une rentabilité du foncier. Il est aussi évident qu'il est beaucoup plus facile de démolir une usine qui appartient à un seul propriétaire que de commencer à faire quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau urbain, de recoudre un tissu par exemple de pavillons des années 50 où il faut faire appel à plusieurs... Enfin, c'est très compliqué à ce moment-là. Donc, comme illustre ce croquis, les effets physiques des démolitions, c'est qu'elles entraînent très souvent une perte de lumière dans les rues, non seulement dans les étages les plus bas, mais aussi sur ces murs en refend que vous situez là. Donc, cette perte de ce type d'éclairage-là qui fait que les rues ont tendance à se transformer en corridors assez sombres. Le rapport au ciel, même chose. C'est-à-dire qu'on a une rue aujourd'hui qui est encore par endroits assez intéressante, et puis les démolitions, comme illustré sur une des planches que vous avez là-bas, il y a plusieurs endroits dans le quartier où on se retrouve encore une fois avec l'impression d'avoir des rues couloirs. C'est souvent aussi, ce qui peut être assez négatif, c'est des effets de concentration de chaleur l'été par l'artificialisation des sols, l'artificialisation évidemment de la voirie, etc. à l'avant. Ces démolitions, elles entraînent derrière des constructions qui donnent une impression souvent négative de densité, alors même que la densité réelle n'est pas forcément si importante. C'est pour nous, voilà, ces constructions sont souvent mal dimensionnées et l'espace public est plutôt une résultante qu'un lieu vraiment structurant et dessiné en fonction. On assiste aussi à une homogénéisation du bâti, une perte de la complexité urbaine, la fin de profondeur de la ville, c'est-à-dire que les îlots aujourd'hui ont des ateliers dans les cours, des choses comme ça, au profit plutôt d'une ville binaire, immeuble R+5, 6 et cœur d'îlot végétalisé et privatisé où personne n'a le désir de flâner. C'est ce qu'on appelle l'îlot couronne et pour nous il détruit la qualité urbaine. C'est pas quelque chose qui existe sur le quartier, l'îlot couronne, c'est plutôt le résultat d'opérations urbaines et de construction de logements. On déplore aussi des pertes, on va dire, plus poétiques, olfactives, sonores, liées parfois à la présence de jardins sur rue, qui ont tendance à disparaître et qui, encore une fois, transforment les rues en couloirs à voiture. Sur ce qui est des effets sociaux et humains, je vais vous présenter une série de petits dessins avant et après, de lieux qu'on s'est amusé à dessiner dans le quartier, pour imaginer des futurs possibles et vraisemblables, puisqu'au plan local d'urbanisme habitat, ces lieux sont tout à fait constructibles, à condition qu'un acteur parvienne à racheter ces différentes parcelles, à les réunir, les démolir et construire avec une densité importante. Ces démolitions, elles mènent souvent à la perte des différentes activités qui sont liées en fait aux différentes constructions du quartier, à la variété de ces constructions, et elles mènent à la monofonctionnalité. C'est aussi malheureusement un moyen de perdre sa mémoire collective, de perdre le tissu industriel,
mémoire un peu populaire et industrielle du quartier, qui provoque la perte de sens, de spécificité des lieux, au profit d'un urbanisme générique, ce qui veut vraiment dire une espèce d'urbanisme où finalement, qu'on soit à Bordeaux, à Lyon, on ne fait plus bien la différence. Et c'est aussi le fait de démolir et des activités, enfin, des bâtiments de logement, etc. C'est aussi, ça génère des déplacements, soit de population, soit d'activités. Et pour nous, ça fait aussi parfois une violence aux équilibres en place. C'est-à-dire qu'un quartier, c'est pas seulement un parcellaire avec des immeubles là-dessus. Non, c'est des humains qui y habitent, voilà, c'est des communautés qui s'installent, des échelles de voisinage, et il convient d'y intervenir avec vraiment beaucoup de prudence. Ce qui se passe aussi, c'est que les lieux se vident de leur attractivité. On le voit encore dans la rue Rachel, du Béguin, tout ça, et se limite bien souvent au va-et-vient des portes de garage, qui sont la seule qualité de ces nouvelles constructions pour essayer d'animer un peu la rue. On a aussi une perte d'échelle du voisinage, au sens où les nouvelles constructions souvent sont de grands ensembles de constructions, de 50 logements. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 60, on construisait des grands logements de 200, 300, 100 logements. Aujourd'hui, on a des tailles encore très importantes, 50 logements. 50 logements, ce n'est pas une échelle où on peut recevoir tous ses voisins pour prendre l'apéritif. C'est-à-dire qu'il y a un vrai malaise, vous savez, peut-être certains d'entre vous habitent ces logements, c'est difficile, beaucoup de portes entre le logement, le hall, le jardin, enfin, il y a quelque chose qui est très très compliqué comme ça. Et puis ces démolitions aussi, qu'on le veuille ou non, elles participent en soi à la gentrification du quartier, comme peut l'être l'exemple de l'îlot Parmentier, au sens où la ville devient une ville d'investisseurs, peu regardant au final de la qualité des constructions, mais plutôt regardant de leurs possibilités avec les différents toits Pinel et autres. Moi je ne suis pas un fin connaisseur, mais de leurs moyens de défiscaliser. Avec ce moyen-ci, on peut aussi comprendre que écologiquement, démolir peut être une catastrophe. C'est-à-dire que le bilan écologique de ces démolitions ne peut pas et ne doit pas se mesurer aux performances énergétiques des bâtiments à construire. C'est-à-dire que quand on propose des bâtiments avec des terrasses sur les toits végétalisés, on oublie peut-être qu'auparavant on avait quand même un vrai sol avec des arbres, et que là-haut, à part une moquette à moitié verte, la moitié de l'année, c'est pas tout à fait du même acabit. Récemment, on a détruit de très beaux immeubles en pierre, en terre, dans le quartier, à grands frais. Des immeubles qui étaient bien souvent valables. On a démoli des immeubles en terre au moment où à Lyon il y avait un sommet sur la construction en terre, on peut dire l'aberration de ces démolitions à un moment donné. On détruit en fait des bâtiments souvent qui sont écologiques, qui sont en pierre, en fer, en bois, pour reconstruire avec des matériaux industrialisés, des produits importés. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie importance, on pense aujourd'hui, à donner beaucoup plus de place à la rénovation et à faire en sorte que ces nouvelles constructions participent à un développement des savoir-faire en place. Au niveau de l'environnement encore, les nouvelles constructions, on sait tous, leurs jardins en cœur d'îlot privatisés sont souvent très mal utilisés, très peu utilisés, du fait même de l'échelle simplement des constructions alentours. Quand vous avez une centaine de copropriétaires qui regardent un espace au milieu de l'îlot, vous n'avez pas tellement envie de descendre en bikini pour aller bronzer au milieu. Et puis d'une certaine manière, les rues étouffent, c'est recouvert d'asphalte, sans arbres. C'est-à-dire qu'au lieu de végétaliser la rue, on végétalise les cœurs d'îlot, on oublie un peu l'espace du commun. Ce qui se passe aussi pour nous, c'est l'effet pervers de ces démolitions, c'est-à-dire qui s'illustre peut-être à travers ce croquis. On est rue d'Anvers, on a encore un très bel ensemble de constructions qui n'est pas encore prévu à démolition, heureusement. Mais ma foi, le jour où les propriétaires vieilliront, etc., on peut imaginer une opération de ce type. On essaie de dessiner des choses un peu fidèlement à ce qui se construit aujourd'hui dans le quartier. Et en fait, notre hypothèse, c'est probablement qu'à vouloir combattre l'étalement urbain en densifiant la ville-centre, en fait, on en accentue les causes. C'est-à-dire qu'au moment où on détruit le plus la ville que celle-ci va s'étendre. Au sens où quand on démolit ce qui fait l'attrait d'un quartier, on sait tous, c'est qu'à partir de 2 enfants, 3 enfants, beaucoup de gens font le choix de partir du quartier parce qu'il n'y a plus de logements de grande taille, mais aussi parce qu'ils étouffent, parce qu'il n'y a plus de commerce, etc. Et qu'à ce moment-là, l'attrait du pavillonnaire est réellement extrêmement important et participe à l'étalement urbain. De la même manière, quand vous prenez un garage automobile dans le quartier et qui déménage au fin fond de la ville, il faut créer une bretelle
de voirie pour y aller, des parkings, de l'espace vert engazonné, tondu tous les mois qui ne sert à rien là autour. Et encore une fois, c'est une façon d'étendre la ville. On pourrait aussi dire qu'au moment où on a le plus détruit dans le quartier, ces dernières années, c'est aussi le moment où la ville de Lyon s'est le plus étendue. Donc il n'y a absolument pas de corrélation, c'est un discours qui est plus tenable de dire qu'il faut densifier pour éviter l'étalement. Au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin que ça. J'ai terminé sur, non pas tout à fait terminé, mais sur ce croquis et d'expliquer qu'aussi on assiste à une perte des espaces du commun. C'est-à-dire, vous avez là le garage Honda, que beaucoup d'entre vous ont connu, qui a été démoli récemment. C'est-à-dire qu'en fait, ces espaces, comme celui dans lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui, permettent tout à coup de nous réunir. Je ne sais pas combien on est, peut-être 100, 150. Il est fort peu probable que dans un projet à venir, on puisse avoir des espaces de ce type pour à nouveau se réunir. Donc c'est assez extraordinaire d'imaginer que des ateliers ont pu être transformés en garage automobile, ont pu être transformés en garage à vélo et peuvent être demain transformés ici en théâtre, en supermarché, en menuiserie, en ce que vous voulez. Donc perte des espaces du commun et voilà, on pourrait un peu en conclure sur le fait d'expliquer que la ville d'hier favorisait les échanges et la production locale. Faut-il en raser toutes les traces alors même que les défis environnementaux et sociaux nous contraignent à un changement nécessaire si nous voulons éviter de tout détruire, à commencer en fait par nous-mêmes. La Smart City, faite d'échanges et de complémentarité, en fait existe depuis bien longtemps, elle est sous nos yeux, et nous allons la démolir. Nous pensons, et c'est le sens de cette carte, que la métropole aujourd'hui entretient une perte d'attractivité à long terme, parce que ces nouvelles constructions ne feront pas partie du patrimoine à venir. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont notamment pas faites pour se patiner avec le temps, l'usure leur est fatale, la qualité des matériaux, la réversibilité du logement, des trames bâties, etc., l'utilisation acharnée du béton. Le sens de cette carte, c'est qu'on a fait disparaître tous les bâtiments démolis du quartier, et on s'aperçoit finalement que les zones qui restent sont les secteurs aujourd'hui qui, dans l'imaginaire collectif, sont en soi les secteurs les plus attractifs. Rue Chevreul, rue de la Guillotière, rue de la Thibaudière, quartier Paul Vert au nord. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que les bâtiments démolis ont effectivement disparu et les nouvelles constructions peinent à créer de nouvelles centralités, de nouveaux espaces de vie, des lieux partagés. On a l'impression en quelque sorte que la vie se rétracte et se réduit à ces îlots où il reste encore un peu de patrimoine, en quelque sorte. Voilà, la fabrique de la ville, aujourd'hui, nous avons cette impression qu'elle répond à de purs objectifs quantitatifs. Il faut construire des milliers de logements sans savoir si ceux-ci seront habitables ou dignes et s'ils participent du développement des savoir-faire et des compétences. Est-ce qu'un immeuble qui se construit dans le quartier aujourd'hui, est-ce qu'on fait appel à une menuiserie de quartier? Est-ce qu'on arrive à créer de l'emploi local? Ou est-ce qu'on importe des fenêtres de Pologne, du carrelage des Pays-Bas? Enfin, bon. Alors on peut se poser ces questions-là. On pense qu'il est extrêmement important de sortir d'une logique comptable. La ville n'a rien à voir avec un tableur Excel. En fait, en quelque sorte, pour paraphraser Jean-Pierre Simillon, il est urgent de changer de sérieux. Et ce soir, nous pensons que le sérieux a probablement changé de côté. On va regarder un peu ce qui vous intéresse tout particulièrement ce soir, donc à savoir l'îlot au sein duquel on est réunis, qu'on a appelé pour plus de commodité Mazagan 2. Donc on l'a dit, c'est le seul îlot encore debout, qui se compose en majeure partie de constructions relativement basses, d'anciens bâtiments d'activité, anciens ou encore actuels. C'est en somme des architectures assez modestes, utilitaires, et qui, selon nous, possèdent un fort potentiel de mutation, mais pas que selon nous, car de nombreux exemples européens le prouvent. On vient en effet de les désamianter, de les déblonder, mais ce sont des choses qui se font. Ensuite, cet îlot est marqué par la présence d'un fantôme, qui est le prolongement de l'avenue Félix-Faure jusqu'au Rhône, qui devait couper cet îlot en diagonale. Donc ce projet a été oublié aujourd'hui, mais il en est resté la volonté affichée de faire de ce lieu un espace public. À ce niveau-là, le plan local d'urbanisme, disons le règlement urbain, pour simplifier, est assez éloquent car il est inscrit que la ville, disons si elle acquérait les parcelles en présence, en ferait un espace public.
Or, donc, comme on a évoqué, le plan local d'urbanisme est en révision à l'heure actuelle, avec une échéance en fin d'année. Et tout a changé, puisqu'il est proposé un projet de logement, un projet assez dense de surcroît. Donc on va regarder un peu ce projet avec les documents qui ont été communiqués lors d'une réunion de concertation qui s'est tenue le 15 janvier. Et il se trouve que ce qui nous a un peu surpris, c'est que cette réunion de concertation sur un projet donc déjà assez abouti, nous le verrons, s'est tenue en janvier, alors que le lancement de l'enquête publique sur le nouveau règlement d'urbanisme, qui est donc la condition sine qua non de la réalisation de cette opération, n'a eu lieu qu'il y a un mois. En somme, le projet a été développé avec une forme de prise de risque, si on veut, une forme d'hypothèse sur le possible nouveau règlement urbain. Donc en somme, donc le projet propose donc de démolir l'intégralité des bâtiments, à part les bâtiments de logement qui sont à +4 sur la périphérie, et de remplacer l'ensemble par un îlot couronne, donc la forme urbaine qu'Alexis a évoquée préalablement, c'est-à-dire une construction périphérique avec un cœur jardiné. Pour évoquer pour respecter le passé, de façon un peu narquoise certes, on a décidé d'entailler, comme le montre le schéma en bas à droite, cet îlot couronne d'une diagonale qui serait en gros une percée visuelle jusqu'au Citroën. On pourrait y voir une évocation assez délicate d'un passé. Or, l'espace public promis à l'ancien règlement d'urbanisme est devenu un espace privé, un cœur d'îlot privatif, donc Alexis a fait état préalablement. En somme, il y a loin d'une véritable percée. Donc, en gros, ce projet nous a beaucoup interrogés. On s'est autorisé à le représenter avec des hypothèses quant à l'esthétique, aux façades. On s'est basé uniquement sur les documents qui nous sont fournis, c'est-à-dire des hauteurs, essentiellement. On l'a représenté avec la même finesse, du moins le même souhait de finesse que les contre-projets, du moins les propositions alternatives, ou disons des hypothèses fantasmées, afin de ne pas tendre le flanc à des critiques bienvenues, je l'ai dit. Donc au niveau des gabarits, la volonté de s'intégrer dans le tissu urbain, dont il est fait mention, nous semble compromise par la taille importante des bâtiments projetés. Ils n'ont à ce jour rien de comparable avec les gabarits du quartier environnant, excepté quelques opérations désastreuses de ces dernières décennies. Concernant les activités en rez-de-chaussée, le futur projet n'intégrera que peu de rez-de-chaussée actifs, hors de la demande de locaux d'activité. Or, la demande de locaux d'activité n'a jamais été si importante dans le quartier. L'atelier du Chat-Perché ne restera pas à ce jour dans les lieux pour continuer à faire bénéficier au quartier de son activité et des relations sociales qu'il est parvenu à créer. Le projet ne conforte pas l'offre commerciale et artisanale du quartier, les garages disparaissent sans renouvellement de leurs activités. On a assez parlé du cœur d'îlot planté, je crois, on va essayer d'abréger un peu vos souffrances. Donc les rues alentours, comme on l'a évoqué, pâtiront en effet de ce gabarit étendu, disons de ce... Voilà, donc on a un peu reconstitué ce que ça donnerait en volume capable, hein, c'est-à-dire ce qu'on aurait le droit de faire. En effet, on n'est pas encore dans la phase projectuelle, mais le plan local d'urbanisme autorise cette chose. Donc l'opération pressentie, pour nous, privilégie la table rase de renouvellement de la ville sur elle-même. Elle préfère un programme tout logement plus rentable à la richesse du tissu en présence. Et à l'heure des questions environnementales, comme Alexis l'a justement souligné, questions environnementales et donc sociales, cette attitude nous semble pour le moins désuète, dommageable, un tantinet dangereuse éventuellement. S'il est question de densité, il conviendrait de la penser autrement. Et c'est là où on va embrayer rapidement sur ces petits fantasmes qu'on s'est permis de décider sur l'île. Donc, suite à ce constat, on a voulu proposer et participer de la création d'une réflexion nécessaire sur la ville et sur le quartier, et afin d'imaginer ensemble d'autres possibles. Donc nous, on a essayé de se poser la question, on a essayé de se demander comment réfléchir une façon de penser l'évolution du quartier sans qu'il perde ses qualités. On a essayé de se demander comment la production de la ville peut-elle participer de l'enrichissement d'un lieu. Alors, nous avons avancé l'hypothèse que c'est par l'exercice de projets, hors d'une logique de commande, c'est-à-dire détaché d'intérêts privés, qu'on pouvait faire émerger des alternatives plus désirables. Le but est d'ouvrir par le dessin la réflexion et le débat.
Plutôt qu'une solution, nous avons essayé de nous confronter à plusieurs imaginaires. Nous avons travaillé sur 3 propositions. Une de destruction à minima, une qui travaille plutôt sur la conservation des usages, et une qui travaille la diagonale, qui avait été souhaitée. On va vous les présenter de façon succincte. Si on a d'autres si on veut échanger après plus longuement, on pourra discuter autour des points. Le premier projet, on l'a nommé acupuncture urbaine. On est parti du principe assez simple que le bâti existant est le garant de l'âme du lieu. Nous avons essayé de conserver au maximum ce qui était en présence et nous avons fait une intervention par acupuncture, c'est-à-dire par petites touches, en libérant des situations devenues trop denses ou trop sombres. Des jardins et des cours sont créés, dont on découvre la diversité en traversant l'îlot dans sa profondeur dans la journée, au rythme des différents jardins, des ambiances végétales différentes. Plutôt qu'un seul espace vert, c'est donc une multitude de petits espaces qui se succèdent, qui participent de la situation du quartier, de sa spécificité. Lorsque c'était possible, sans être dommageable pour les voisins, on a élevé en hauteur certains bâtiments afin de répondre à une certaine densité, mais densité avec intelligence. Donc sur la place Mazagran, il y a un marché s'installe et on voit le Citroën dépasser à travers les bâtiments. Il est parfois visible, parfois entrevu et parfois caché. Les usages existants restent en place. Garages automobiles, chats perchés sont conservés. In fine, nous optons pour une forme urbaine qui privilégie la variabilité des constructions, un équilibre entre activité, commerce et logement, cours arborés. En somme, une forme urbaine à l'image du quartier qui préexiste. Une solution, en fait, simplement la ville comme elle s'est toujours faite. C'est-à-dire que là, vous voyez les bâtiments en bleu, c'est tous ceux qui sont conservés. On ne les voit pas très bien, peut-être, mais en tout cas, la majorité est conservée. Et donc, c'est simplement la ville qui se fait parcelle par parcelle, sans grand projet. C'est-à-dire là, c'est pas un projet, on n'a pas besoin de racheter toutes les parcelles, c'est des privés qui peuvent travailler ce projet. Pour le deuxième projet, la ville productive, on a considéré pour cette fois que c'était l'usage qui était le plus important, à savoir les locaux d'activité. On a considéré que c'est ce qui constituait l'atmosphère du quartier. Donc on a essayé de faire un urbanisme endogène, c'est-à-dire de partir de ce qui existe, afin de proposer une typologie qui interprète le tissu de lanière faisant écho aux ruelles industrielles. Les dimensions des bâtiments sont variées afin d'accueillir différents types d'activités. Quelques logements viennent compléter ces formes de petites chandelles de logements qui viennent plus haut et participent de l'épanouissage urbain. Et l'idée, c'est que, par exemple, le chat perché puisse s'installer à un autre endroit, mais qu'il y ait d'autres types d'activités que ici pourront accueillir des petits artisans comme des entreprises plus grandes. La diagonale pourrait sembler avoir disparu, mais en fait, elle ne l'a pas fait, puisqu'en fait, elle a participé de faire des bâtiments plus bas, comme on peut le voir sur cette image, où en fait, il dépasse parmi les bâtiments et parmi la végétation des venelles. Donc les venelles qui desservent cet îlot, en fait, sont des venelles donc, fermées la nuit, et la journée, en fait, elle propose une richesse de biodiversité selon les usages. En fait, celle où il y a plus de gens qui passent, elle est plus minérale, et celle où il y a moins de gens qui passent, il y a une plus grande place au végétal. Un certain nombre de bâtiments existants sont conservés, et en tout cas, les bâtiments ont donné la trame de ces venelles et de la typologie du bâti projeté. La cité Mazagran, le projet après c'est donc la cité Mazagran. Donc là on a voulu faire le jeu de la ville qui était en marche. On s'est dit on peut faire le jeu d'un îlot dense. Et donc tout comme le projet depuis le début, un certain nombre de bâtiments sont démolis, les mêmes d'ailleurs, et l'îlot est densifié conséquemment. Il s'agit de répondre aux logiques urbaines en présence tout en conservant les usages en place. Donc le projet reprend l'idée de la diagonale. Le pourtour de l'îlot est tenu par des immeubles d'une certaine hauteur, et le centre, qui eux donnent sur un cœur d'îlot vert, et le centre est percé d'une venelle d'activité, avec au bout la place devant le Citroën qui lui redonne une place de monument. Quand on passe, quand on est sur la place Mazagran, on voit un bâtiment au pan coupé qui tient la place, et on voit la venelle en dessous. Et donc quand on passe sous le bâtiment, on arrive dans la venelle, où là, ce sont des petits ateliers qui s'installent et desquels dépasse la végétation des cœurs d'îlot vert. L'idée, c'est que ce projet propose différentes tailles de parcelles. C'est-à-dire que les petits ateliers, un privé, une petite PME peut les acheter et peut être acteur de la ville
tout comme des parcelles moyennes qui font le pourtour de l'îlot, ça pourrait être des logements sociaux, de l'habitat collectif, et aussi des grandes parcelles qui répondent aux investisseurs disons classiques de la ville qui donnent face au Mazagran. En tout cas, voilà, les mêmes bâtiments sont conservés qu'au PLU, mais simplement on propose une diversité d'acteurs plus forte qu'un petit nombre de promoteurs. La dernière proposition dont vous voulez parler, c'est celle de la contribution du conseil de quartier au PLUH. Alors on est désolé, malheureusement, on n'a pas eu le temps de la présenter de la même manière. On aurait bien aimé, mais du coup, on a le plan qu'ils ont transmis au PLUH. C'est une proposition qui donc se réinvente, puisqu'elle est assez ancienne, une dizaine d'années, et qui essaie de travailler sur cette diagonale en travaillant un mail vert planté, un espace public, duquel on passe à un piéton ou à vélo, sur lesquels ils peuvent s'installer des locaux d'activité, et aussi qui peut s'adapter, par exemple, à garder le local du chat perché où nous sommes présents, et qui pourrait évoluer dans ce sens. D'une certaine manière, pour conclure sur ces projets, ce qu'on pourrait dire, c'est que, si vous voulez, ce sont des esquisses qui nous semblent vraisemblables, même si on ne les a pas chiffrées. Nous n'avons pas les moyens de les avoir chiffrées, mais elles nous sont vraisemblables parce qu'elles reposent l'intérêt commun ensemble du projet. Ils ne sont en rien utopistes, ce sont des scénarios proposés, c'est des esquisses pour échanger, pour fabriquer la ville. Et ces 4 projets, vous voyez, on prend le conseil de quartier, il y a une autre proposition, on se dit, intéressant, regardons ensemble comment on peut réfléchir à ça. L'idée, c'est que la fabrique de la ville est une chose complexe qui doit avant tout faire l'objet de débats et d'échanges. Ces dessins, ils n'ont pas été faits pour plaire, ils sont pour susciter un dialogue, dont on espère que vous serez moteur. Nous avons volontairement utilisé le dessin à la main, parce qu'il fiche peut-être moins l'imaginaire que des images photoréalistes, peut-être parce que ça répond plus à nos moyens, et aussi à notre envie. Voilà, nous espérons que ces esquisses vont éveiller vos imaginaires et nous allons passer la parole aux potentiels porteurs de projets pour ce quartier. Je vous remercie. Bonjour à tous. C'est un peu fort peut-être? Ça va? C'est fort? Ok, donc moi je m'appelle Erwan, je suis le porteur de projet coopératif d'habitat. Donc je vais vous parler des coopératives d'habitat de manière un petit peu... je vais faire une introduction. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'en entendre parler. Donc moi j'ai commencé à penser à ça en arrivant en 2016 à Lyon. Parce que j'avais envie d'acheter et je me suis rendu compte que malgré un salaire correct, il était impossible d'acheter dans le 7e. Et c'était la cause de cela, c'est un trou de mémoire. C'est le fait que quand on part d'un logement et qu'on le revend, il monte de prix, la spéculation. C'est à cause de la spéculation, moi je suis un peu nerveux. Donc du coup, pourquoi la coopérative d'habitat, on se tourne là-dessus? Parce que ça propose une vraie porte de sortie par rapport à la spéculation, et je vais vous expliquer comment. Donc dans les grandes lignes, c'est simplement rénover ou construire un immeuble ensemble. L'idée, c'est de créer une structure qui est la coopérative d'habitat. Ensuite, c'est d'amener un apport initial. Et ensuite, de payer une redevance lorsqu'on emménage pour que la coopérative rembourse son emprunt à la banque, globalement. Donc, on n'est pas on n'est pas propriétaire de son logement, on est locataire. Le propriétaire, c'est la coopérative d'habitat. Mais les seuls membres de cette coopérative, ce sont les habitants. Quand quelqu'un part, on rend à sa personne l'argent qu'elle a investi, avec probablement l'inflation ajustée. Donc elle ne gagne rien, mais elle ne perd rien. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle ne gagne rien. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'on sort de la spéculation. Lorsque quelqu'un doit emménager, il rentre dans le même fonctionnement. Et du coup, il se retrouve à payer la même chose, même si le projet, le lieu est devenu beaucoup plus attractif.
Et ça, je pense qu'on en a besoin. Et ce qui me passionne vraiment là-dedans, c'est la montée en compétence d'un groupe qui va autour d'un projet qui le concerne vraiment. Imaginez votre immeuble, même si c'est une rénovation, de pouvoir l'imaginer, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous allez payer des spécialistes qui vont vous épauler pour traduire vos besoins et vos envies en plan, et ensuite en immeuble, et ensuite en logement. Alors, je ne vous cache pas que c'est un travail qui est long. En France, c'est plutôt, ça prend à peu près 5 ans en moyenne. J'ai bon espoir que ça dure moins longtemps. Alors, ça débloque aussi des choses qui sont impossibles autre part. Par exemple, les lieux communs. Dès que vous êtes en coopérative d'habitants, c'est plus facile d'imaginer plus de lieux communs, comme par exemple des ateliers, des jardins sur les toits partagés, des ateliers partagés, un atelier de bricolage, une buanderie avec 3 machines à laver pour 16 logements. Est-ce que ça ne répond pas à des besoins actuels? Et ça répond aussi aux besoins de la ville elle-même, c'est-à-dire que la ville a besoin a des besoins sociaux, comme par exemple l'intégration des personnes âgées. Et dans une coopérative d'habitat, on peut intégrer des personnes âgées au rez-de-chaussée en aménageant le rez-de-chaussée au fauteuil roulant, uniquement par exemple. Et du coup, comme il y a plus d'entraide naturellement, puisqu'on a construit cet immeuble en groupe, les choses sont plus faciles pour elles. Dernièrement, la mixité sociale est beaucoup plus probable, puisque si la coopérative bénéficie d'un statut de logement social, la mixité est encouragée. En conclusion, je dirais que j'aimerais rappeler que ce genre de projet, c'est quelque chose d'extrêmement qui s'inscrit sur le long terme. Mais ce que je remarque dans le 7e, c'est qu'il y a énormément d'envie, que les gens ont envie de faire ça, qu'ils ont besoin de faire ça, et ils aiment en parler, ils m'arrêtent dans la rue des fois 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour en parler. Donc nous avons déjà 3 ou 4 foyers assez sérieux qui sont déjà intéressés, mais on en a besoin de beaucoup plus. Moi je table plutôt sur une vingtaine, voire une quarantaine de foyers, pour pourquoi pas construire plusieurs immeubles dans le 7e, sur cet îlot ou ailleurs, ou rénover des immeubles qui ont besoin d'être rénovés. Et globalement, c'est un peu tout. Et j'aimerais ajouter tout à la fin qu'on a besoin de rattraper un petit peu nos homologues européens, puisqu'en Suisse et en Allemagne, les choses sont beaucoup plus développées à ce niveau-là et qu'on est à la traîne. Voilà. Alors je me présente, moi je suis Marie, je vis dans le quartier, je travaille dans le quartier, j'ai un atelier place Mazagran, un atelier partagé. On est 4, 2 architectes et un photographe plasticien. Et moi je suis artisan, donc je fais de la tapisserie en siège. Je me suis installée il y a 4 ans. Ce que j'ai apprécié dans le quartier, en fait, c'est qu'il y a des possibilités de travailler avec d'autres artisans, des ébénistes, d'autres corps de métier. Et c'est assez riche. J'ai pu travailler beaucoup pour les gens du quartier aussi. Et aujourd'hui, il y a une vraie problématique, c'est d'avoir de l'espace. Quand je vois des lieux comme ici, en fait, je me dis que c'est des endroits préservés pour créer des ateliers partagés. Et pourquoi pas des échoppes d'artisans, ateliers partagés, mutualiser les savoir-faire, l'espace, les outils. Et quand on voit les alternatives qui sont proposées avec des petits ateliers en rez-de-chaussée, proposer plusieurs corps de métier, des ateliers qui seraient ouverts aux habitants, ça créerait vraiment un lieu de vie. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui manque réellement au quartier. Donc l'IO Mazagran 2 pourrait vraiment accueillir ce type d'activité. Voilà. Bonjour, moi je suis Corentine Conseil, je suis administratrice de 2 compagnies de cirque et présidente de l'association Envergrande Circus, qui est une association qui réunit plus de 175 adhérents, professionnels de cirque, semi-pro ou amateurs, qui sont autonomes dans leur pratique. Ces personnes-là sont de plus en plus nombreuses à Lyon. La programmation en cirque, le cirque devient
un thème de plus en plus abordé, une fourrière, le Radiant, les Célestins, programme de plus en plus de cirque. Et sur Lyon, on a un peu de mal à satisfaire les professionnels qui ont besoin d'un lieu tous les jours pour s'entraîner, ce sont des sportifs de haut niveau, et pour proposer aussi une pratique amateur à des jeunes adultes, des jeunes enfants. Le cirque représente, donc quand je parle de cirque, je précise juste que je parle plus côté, pour les grandes lignes, Cirque du Soleil que Cirque Pinder, au sens où on est dans le cirque contemporain, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment une pratique qui réunit donc, la pratique physique, les performances physiques, artistiques, et donc le théâtre, la poésie, tout ce que vous pouvez voir de plus en plus aujourd'hui. Et donc il n'existe aucun lieu de ce type à Lyon. Or, il y a de plus en plus de circassiens qui sont présents, d'amateurs en demande de cours, et il y a beaucoup de danseurs, beaucoup d'acteurs à Lyon, qui sont le théâtre et la danse sont quand même les deux pôles artistiques très mis en avant à Lyon, et qui peuvent parfaire aussi leur pratique grâce à une pratique du cirque. Et pour les enfants, pour la motricité, pour le développement physique et personnel, c'est quand même une pratique très intéressante. Donc j'aimerais développer un lieu d'entraînement pour les professionnels la journée, la semaine, et qui proposerait aussi des cours le soir, possibilité de faire du cirque en famille le week-end, etc. Donc pour le quartier, c'est une vraie opportunité d'une diversité énorme de gens qui viennent. C'est un lieu quand même très accessible en métro. Donc que ce soit les Lyonnais ou le quartier, c'est vraiment le genre de projet qui peut attirer beaucoup de monde. Ça demande une certaine dimension de 600 mètres carrés à peu près et un peu de hauteur, parce qu'on a du tissu, du trapèze, il y a le sol, il y a le jonglage, mais voilà, tout ce qui prend de la hauteur, le plat chinois, etc. Et voilà, ça a été des projets qui ont été dans les programmes politiques des maires de Lyon précédents qui ne s'est jamais fait. Donc on est encore en bataille avec ça pour essayer de créer un lieu qui correspond aux valeurs du quartier et du l'image avant d'eux, la transmission, le partage, créer un lieu de vie, parce que c'est pas juste un lieu où on entrera, on prendra son cours et on s'en ira. C'est aussi un lieu où il peut y avoir un jardin partagé, où il peut y avoir un endroit où boire un coup, où se réunir et qui mènera toutes les générations. Bonsoir, je m'appelle Stefano Miraglia, je représente une association qui s'appelle Les Inattendus et notre siège c'est dans Locomotive, c'est dans le quartier, c'est près de la place Mazagran. C'est une association qui a été fondée en 1995 et qui s'occupe de la diffusion de pratiques cinématographiques alternatives. On a un festival, on fait des projections, on anime des ateliers. Et parmi les nouveaux projets qu'on voudrait mettre en place, il y a le projet d'un laboratoire cinématographique d'artistes où l'on pourra faire du développement artisanal de pellicules 16 mm et Super 8 et où l'on pourra aussi animer des ateliers. Alors, la pellicule aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose d'obsolète, mais notre projet s'inscrit dans un renouveau de la pratique analogique en Europe et à l'international. Il y a beaucoup de cinéastes dans le monde et de plasticiens, d'artistes qui reviennent à la pratique artisanale analogique. De plus, on veut vraiment, dans nos valeurs, c'est donner une alternative au numérique. C'est le do it yourself, voilà, je le dis à l'anglaise, c'est faire les choses de façon très artisanale dans l'idée de partage et voilà, au cœur de notre offre il y a une sensibilité vers la pratique très matérielle, artisanale. On voudrait bien rester dans le quartier et sachant que tous les ateliers qu'on voudrait animer seront axés sur des thèmes et seront ouverts à tout type de public, à tout âge. On ne voudrait pas seulement attirer des artistes dont on en a beaucoup dans le quartier, on a beaucoup d'ateliers. On voudrait aussi faire des ateliers pour les jeunes et pour les gens qui veulent s'approcher à cette pratique. Voilà. Merci.
Donc Anne-Laure, je suis administratrice dans le collectif de gestion de la ville du Chez-Perché où vous êtes. Donc je ne refais pas la présentation du Chat-Perché. Pour l'historique, du coup, on est dans le quartier Guillotière depuis 6 ans. On a passé 4 ans rue Montesquieu. On loue ce local au Grand Lyon à prix modéré depuis 2 ans. On a obtenu une prolongation de délai jusqu'à fin mars 2019. Donc avec soulagement parce qu'on n'avait pas trouvé de solution de relogement. Actuellement, nous poursuivons les échanges avec les différents services de la ville de Lyon, de la métropole, les bailleurs sociaux, les grands propriétaires fonciers tels la SNCF, la Poste, les HCL, etc. On a remercié le conseil de quartier qui nous a accompagnés pour faire un état des lieux des rez-de-chaussée vacants du quartier. Et là, à ce moment, il n'y a pas de solution pérenne, et durable et valable qui a été trouvée. On continue, il n'y a pas de souci. Après, on est le seul atelier d'autoréparation vélo qui reste en centre-ville de Lyon, puisque les autres sont Gare de Vèze, Campus de la Doua, Campus de Bron, Pierre-Bénite, ce qui n'est pas forcément très accessible quand on a un vélo qui est en panne. Donc on aimerait bien rester justement donc au centre-ville, proche de nos 1500 adhérents. Donc l'idéal, c'est qu'on souhaiterait rester rive gauche, donc Guillotière si possible, mais on est quand même ouvert à aller un peu plus loin si possible. La difficulté qu'on se rend compte, c'est que effectivement, les loyers ont fortement augmenté ces dernières années, que tout ce qui est rez-de-chaussée commerciaux, c'est hors budget pour nous, parce que les adhésions des adhérents payent le loyer. Donc si on fait une forte augmentation de loyer, ce sera une forte augmentation d'adhésion, ce qui va à l'encontre de l'accès à toutes et tous de nos outils et de nos conseils, etc. Le Chat-Perché est fortement impliqué du coup dans le développement de la pratique du vélo, puisque une personne dont le vélo tombe en panne et qui n'a pas les moyens de le réparer, souvent elle abandonne et c'est dommage. Donc l'idée c'est de continuer et puis de promouvoir le réemploi, le recyclage, l'entraide et le lien social qu'on peut avoir avec les différentes associations du quartier ou simplement les personnes qui viennent discuter, proposer des soirées à thème qu'on accueille avec plaisir. On n'est pas contre la démolition de ce local en particulier parce que il y a un petit peu défraîchi et mériterait un beaucoup de frais. Mais voilà, on souhaite que des locaux d'activité puissent rester en centre-ville pour pouvoir accueillir nos activités et d'autres pour que tout ce genre d'initiatives citoyennes et d'intérêt public puisse continuer. Voilà. Notre réunion est pratiquement finie. En fait, on va basculer sur un temps d'échange. Je vous rappelle qu'il est possible de s'inscrire à la newsletter si vous ne l'avez peut-être pas fait au début, près du ventilateur et de la table là avec Mathieu et une dame que je ne connais pas. Voilà, qui peuvent noter vos mails. Concernant les échanges, vraiment, c'est vrai qu'on demande à avoir de la bienveillance chacun les uns pour les autres, pour la parole de chacun, pour les paroles contradictoires. C'est vraiment important. Il faut aussi peut-être imaginer si vous avez des choses très personnelles, des questions très personnelles à poser. On peut aussi se retrouver après, en parler devant les planches, si vous n'avez peut-être pas très bien vu les dessins. Enfin, tout est possible. Donc voilà, essayez de ne pas prendre tout le monde en otage avec des prises de parole excessivement longues. Sur la suite à donner au mouvement, aujourd'hui, demain c'est un petit peu les vacances quand même aussi, pendant 2 mois. On sait que c'est aussi un temps de maturation et de réflexion pour repenser l'avenir de l'îlot d'ici là. On espère vraiment entamer un dialogue avec la métropole. On sait aussi qu'il y a le promoteur du projet qui est ici présent ce soir et ça permettra, je pense, d'avoir aussi un dialogue vraiment très intéressant. On est ouvert à toute proposition pour continuer à discuter. En guise d'ouverture, on souhaitait donner la parole à Michel Lusso, qui est présent ce soir, qui se présentera mieux que moi-même. Qu'est-ce que je pourrais le présenter. Voilà. Bonjour, bonsoir. Merci de m'accueillir, bien que je vienne de loin, puisque j'habite place Jean Massé, donc c'est assez difficile pour venir. Alors, je suis professeur de géographie à l'Université de Lyon et je dirige un programme de recherche, de formation et d'expérimentation qui s'appelle l'École urbaine de Lyon. Et pourquoi être là ce soir? Il se trouve que cette partie du 7e est dans notre collimateur depuis quelques temps, parce que
il conjugue toutes les caractéristiques d'un cas d'école. Nous avons une fraction d'espace urbain, on l'a vu, qui depuis une quinzaine d'années a été profondément bouleversée par des mutations à la parcelle ou à l'îlot, à bas bruit, mais de manière de plus en plus significative, à tel point qu'on peut estimer que l'ambiance urbaine est en train de changer, l'urbanité est en train de changer, à tel point qu'on peut même se demander, sans être forcément malicieux, si la métropole a une autre politique publique aujourd'hui pour cet espace que l'allotissement et le développement immobilier et foncier. Je ne parle même pas de ce qui se passe à Gerland, qui serait aussi à analyser de près. Malgré cela, on constate que cet espace, toutes les analyses le montrent, continue d'avoir une société extrêmement mélangée. La diversité sociale de cet espace reste forte, même si la diversité sociale de la réunion de ce soir pourrait être encore plus importante, mais la diversité sociale reste forte. C'est un quartier qui, bien sûr, a connu un peu ce qu'on appelle de la gentrification, mais pas tant que ça, et en plus il y a plusieurs types de gentrification. Et c'est un quartier où il y a encore de la diversité sociale et où on sent aussi depuis pas mal d'années monter de nouvelles formes d'engagement urbain, c'est-à-dire des personnes qui aimeraient faire autre chose que résider et avoir une activité, mais aussi s'impliquer pour le collectif. Donc, deuxième raison pour laquelle nous considérons cette partie du 7e comme un cas d'école. Et puis troisième raison, c'est l'îlot où nous sommes. Puisque c'est le dernier grand îlot mutable. Il ne devait pas l'être, mais il pourrait l'être. Nous avons étudié à l'école urbaine de Lyon la mutation du précédent dernier grand îlot, c'est l'îlot Parmentier, juste derrière la plage Jean Massé, où il nous semble que nous avons là une sorte de contre-exemple de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui dans le cadre d'une ville confrontée aux problèmes des inégalités sociales, mais aussi aux problèmes du réchauffement climatique, du bouleversement des environnements, etc., etc. Et nous nous disons que ici, il y a peut-être la possibilité de lancer quelque chose comme une expérimentation sur une autre façon de concevoir l'avenir d'une fraction urbaine. Et le nombre de personnes ici présentes ce soir laisse penser qu'on a raison collectivement de le croire. Nous proposons donc la chose suivante, de nous adresser à la métropole et de dire rien ne presse. Il n'y a pas d'urgence à vouloir faire que cet îlot soit changé. Il n'y a aucune urgence. Aucune urgence en termes de politique du logement. Ce n'est pas quelques logements de plus ou de moins qui changeront la crise du logement en France, surtout le type de logement qu'on veut développer ici. Il n'y a aucune urgence dans une ville où la promotion immobilière n'est pas véritablement ostracisée depuis une vingtaine d'années. Il y a de l'activité dans de nombreux endroits de la métropole. Il n'y a pas d'urgence en termes d'enjeux urbanistiques majeurs. On ne va pas reprendre la percée qui était prévue depuis 1930 pour la finir aujourd'hui. Il y a peut-être une seule urgence, c'est de considérer que plus de 150 personnes réunies simplement autour d'un petit tract avec quelques dessins, ça signifie qu'il y a une véritable volonté de s'engager, de s'impliquer autrement, une volonté qui n'est pas simplement une volonté de réaction, mais peut-être une volonté de construction. Donc nous, ce que nous proposons en tant qu'université, puisque l'université elle est là pour essayer de développer un intérêt général, en tout cas c'est l'idée que j'en ai, c'est de dire, bien, si la métropole le souhaite, pourquoi ne pas lancer une expérimentation et l'université pourrait accompagner cette expérimentation, l'observer, la suivre, en tirer quelques conclusions, et comme je pense que cette expérimentation devrait réussir, pourquoi pas en tirer des conclusions qui seraient transférables ailleurs, et pourquoi pas refaire de Lyon une métropole un peu en avance sur d'autres, parce que finalement être une métropole du XXIe siècle, c'est peut-être pas simplement construire des immeubles un peu plus hauts que la métropole voisine, mais peut-être trouver des nouvelles manières de concevoir collectivement à la fois les espaces et la vie urbaine qui va en général avec ces espaces. Donc voilà la raison de notre présence ici ce soir. Merci de votre attention. Alors l'idée c'est qu'il y a des preneurs de notes qui sont sur la table. Je crois qu'Anne-Laure a un petit canard qui... Si l'intervention est hors sujet ou hors délai, enfin, ça prend un peu trop de temps, il y aura un petit canard qui se manifeste. Sinon, alors, je vois, je peux remplir ce rôle, mais je crois que Corentine aussi voulait le faire.
de regarder un peu dans la salle qui lève la main. Donc pour l'instant, on a René Marquand et ensuite Monsieur Warsman, je crois. René Marquand, peut-être, qui a levé la main avant. Allez-y. Par contre, le micro est un peu... Attends, je vais essayer, hein, mais ça fait tordu par terre. Voilà. Donc je suis au conseil de quartier, mais à titre personnel, excusez-moi pour l'émotion, je vois du petit lait depuis tout à l'heure. Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on demandait un débat public, qu'on n'a jamais réussi à avoir sur ces questions de la diagonale verte, la liaison verte, la coulée verte, qui vous avait été promise par Gérard Collomb en 2008. Parce qu'on est sur un territoire sur lequel il y a beaucoup de gens qui ont phosphoré pendant très longtemps. Et nous, on est au conseil des quartiers, on était amenés à suivre ces diverses péripéties. Donc je suis très content qu'il y ait ce débat. Et ce qu'on a entendu en termes d'attentes, de besoins qui sont exprimés, les analyses qui ont été faites par les architectes, ou la proposition de M. Lussot nous convient tout à fait, ça c'est clair. On n'est pas du tout dans un contexte où il faut densifier à tout craint par des constructions nouvelles de logements. On a des besoins sociaux en termes de logement, on a des besoins en termes de logements sociaux pour des familles, en termes d'habitat pour des personnes âgées, des choses comme ça, mais on n'a pas besoin forcément de construire 125 logements sur ce secteur ici, avec des immeubles dans le même esprit que sur les lots parmentiers. On a par contre des préoccupations de chaleur, de nature en ville. Ça, on a une attente très forte dans ce domaine. On a fait des propositions, par exemple dans le cadre du PLU, pour qu'on nous précise quels sont les endroits où on pourrait planter des arbres dans le cadre du plan d'urbanisme pour les prochaines années. On a des préoccupations en termes d'équipements particuliers, de crèches, de petits terrains de jeu pour les enfants, des choses comme ça. Mais toutes les propositions, tout ce qu'on a entendu là, c'est parfaitement compatible, il n'y a pas de problème. Ce qui me paraît important de souligner également, c'est la maîtrise foncière publique d'une grande partie des terrains dans le secteur. On a la collectivité publique qui maîtrise 3000 m². Il y avait dans le plan actuel d'urbanisme 6000 m² d'emplacements réservés pour des espaces publics et pour une place publique et un mail planté. Aujourd'hui, avec ce qui a été présenté à l'enquête, c'est ramené à 500 ou 600 m². Donc c'est parfaitement ridicule. Donc nous, vous avez vu tout à l'heure un petit schéma là, avec une belle ligne droite. Elle ne fait que 10 mètres de large, hein. C'est pas la grande percée d'autrefois qui faisait 20 mètres de large. Simplement l'idée qu'on est attaché à ce qu'il y ait cette liaison à la fois visuelle et physique entre Mazagran, de Perret et vers le pont de l'université. C'est un aspect sur lequel on s'est branché il y a une dizaine d'années et pour l'instant, dans le cadre du conseil des quartiers, je dirais que ça va pas poser de problème. Si on peut garder cette idée, ça nous convient bien. Après, les choses sont très claires. Voilà, on a vu toutes les attentes pour des locaux, donc ça devrait pouvoir trouver des réponses normalement. Bonsoir. Écoutez, moi, je suis le dirigeant de la société T8 et nous sommes un des promoteurs qui doit intervenir sur le site. Donc, j'ai répondu à une invitation de la part des organisateurs. Ils m'ont demandé si on pourrait se rendre disponible ce soir. Excusez-moi, nous, pas vraiment l'habitude d'exprimer dans un micro comme vous le voyez. Je ne suis pas seul, puisque nous sommes deux opérateurs en fait, qui devrions intervenir sur ce site. Donc il y a nous, UT8, qui est une PME lyonnaise qui existe depuis quelques décennies, qui représente un peu moins de 30 salariés, qui travaillent avec des entreprises locales. Moi, je fais une allusion à des choses qui ont pu être dites tout à l'heure. Nous travaillons de concert avec Grand Lyon Habitat,
qui est un organisme de logement social qui est rattaché à la métropole de Lyon, sachant que dans la programmation actuelle, il y a environ 30% des habitations, parce qu'il n'y a pas que des habitations, qui ont vocation à être des logements sociaux. Alors je tiens à dire parce que moi je respecte tous les avis, je crois d'ailleurs que je suis... j'apprécie que vous m'écoutiez tranquillement, je vais essayer de pas être trop long, mais je serai peut-être un petit peu long quand même, donc je vais peut-être vous demander le canard. Il y a un certain nombre de choses, si vous voulez, dans la présentation du projet qui me gênent un peu parce que je pense que ça ne correspond pas à ce que nous envisageons de réaliser. Et j'observe d'ailleurs que pendant longtemps, on a eu à l'écran un panneau qui dit est-ce que c'est une ville habitable, qui nous montrait des grands immeubles très hauts. Celui de gauche faisait 18 étages. Pour ce qui me concerne, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, je n'ai encore rien construit de 18 étages. Mais ça viendra peut-être. Là, on est sur des épannages qui n'ont rien à voir. Donc, bon, soyons quand même plus proches des choses factuelles, même si sûrement notre projet est critiquable, peut être amélioré, et de l'échange naît la richesse. On n'est pas fermé à ça. Donc j'ai demandé aussi à notre urbaniste, Jean-Laurence Berge du cabinet Insolite, de nous accompagner ce soir, sachant qu'un projet comme ça souvent ça n'est pas un beau matin, c'est un travail un petit peu longue haleine. Aujourd'hui d'ailleurs on ne peut rien vous montrer en termes de façade, puisqu'il n'y a aucune façade qui est dessinée. On prévoit quelque chose qui pourrait revenir au plan du PLUH, je pense que ce serait pas mal. Ce que je voudrais dire, mais l'architecte dirait ça, l'urbaniste dirait ça bien mieux que moi, c'est que ceci, ça résulte d'études, de travaux qui ont été faits par un certain nombre de gens dont c'est la spécialité. Alors peut-être qu'ils travaillent avec un prisme qui devrait changer, je n'en sais rien, mais moi ça ne me paraît pas complètement décalé. Vous avez cité à plusieurs reprises dans le propos qu'il y avait une préoccupation de chaleur croissante dans les villes, donc le phénomène d'îlot de chaleur qui a été cité et qui nécessite la plantation d'arbres. Je voudrais quand même dire que sur cet îlot, et ça personne ne l'a dit, il y a à peu près 1800 m² d'espace vert. 1800 m² d'espace vert, c'est pas rien, dont une partie importante qui sont des espaces verts en pleine terre. Alors qu'est-ce que sont les espaces verts en pleine terre? C'est des obligations assez récentes qui sont apparues dans les documents d'urbanisme. C'est des espaces verts qui ne sont pas sur sous-sol. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune construction, c'est pas sur dalle au dernier étage, sur une dalle de garage. Et ça, c'est des espaces verts qui permettent la plantation d'arbres, qui vont se développer, qui vont amener la fraîcheur. Ensuite, il a été dit que c'était un îlot couronne. Ben, moi, je ne suis pas d'accord, bien qu'étant pas architecte, parce qu'un îlot couronne, c'est un îlot fermé. Et on voit clairement que cet îlot, il est assez nettement ouvert de deux côtés. Sachant que le projet, s'il aboutit, serait fait de manière un petit peu différente de cela, puisque dans les gens qui ont participé aux études, il y a donc des urbanistes, l'architecte conseiller de la ville de Lyon, l'architecte des bâtiments de France également, qui est intervenu et qui ont suggéré qu'en fait, on retrouve plutôt ce que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, je crois, cette perspective assez ancienne, et que plutôt que de buter sur le garage Citroën, la vue soit un petit peu décalée pour recréer visuellement la grande perspective qu'il y avait avant. Puis alors, dernière chose avant de laisser monsieur Jean-Laurence Berge s'exprimer, on a également dans les rez-de-chaussée de nos bâtiments prévu une crèche, mais on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment, enfin, ça c'est tout petite affaire. S'il y a des crèches associatives dans le quartier qui veulent se développer, qui veulent s'étendre, on peut en discuter. Il y a également des locaux d'activité qui n'ont aucune affectation aujourd'hui, qui sont côté Jango-Cluzan. Il y a un petit espace de détente de 200 ou 300 m² qui est dans l'axe de l'îlot Mazagran, dont l'affectation aujourd'hui n'est pas vraiment arrêtée. On a, j'ai dit dernière, mais c'était en fait le l'avant-avant-dernière, on a également, pour répondre des choses qui ont été dites, aujourd'hui un immeuble neuf c'est 50 logements, parfois oui, dans la même montée d'escalier, c'est quand même très rare. Ici, pour vous donner un ordre de grandeur, on parle d'à peu près 120 appartements et de 5 bâtiments différents. Donc on est sur à peu près 20-25 appartements en moyenne par immeuble. Et les épannages, c'est R+5, R+4, sur une perspective qui circulait sur l'affiche, je crois, lundi soir, on voyait rue Salomon-Renac un dessin. D'ailleurs, je tiens à adresser des compliments à la personne qui a fait le dessin, qui a un joli coup de crayon. Mais le coup de crayon a peut-être parfois été utilisé un petit peu à dessein, parce qu'on nous a rajouté un étage sur notre immeuble.
je ne savais pas, c'est pas prévu, mais il y en a moins. Et non, c'est fait 7 avec la TIC. Et donc on a des hauteurs qui sont un peu plus modérées. Et puis, je crois que j'avais, comment dirais-je, on a également éventuellement d'autres rez-de-chaussée qui pourraient être affectés à des activités, je dirais pourquoi pas, mais ne perdons pas de vue que au rez-de-chaussée de nos immeubles, on va avoir déjà deux des bâtiments sont complètement dédiés à l'activité. Et en termes d'emploi, ce sera certainement au moins l'équivalent de ce qui reste aujourd'hui comme emploi sur le site. Et ensuite, on doit mettre bien sûr les hauts d'entrée, les locaux vélos. Il y a à peu près 120 mètres carrés de locaux vélos qu'on met plutôt au rez-de-chaussée parce que c'est quand même bien plus pratique pour les occupants de pouvoir les utiliser. On a des locaux pour la gestion des poubelles, bien sûr, qu'on va mettre au rez-de-chaussée également, parce que c'est également plus pratique. Et il ne va pas rester tant d'espace que ça à côté, mais s'il y a des idées à prendre, des choses à faire, moi je dirais, why not, hein, si vous permettez cet anglicisme. Est-ce que je peux laisser peut-être l'architecte? Non. Un petit peu moins de temps peut-être. Comme ça on peut avoir des paroles de tout le monde en fait. Je crois que par rapport à vous, je suis quand même très très en retard en termes de temps de parole. Hein. Organiser une réunion la prochaine fois. Je fais simplement très court. Je suis très heureux d'être là parce qu'un projet comme ça, on l'a dit, c'est un projet qui montre l'envie de ville. Et c'est quelque chose qui a longtemps laissé la ville à l'abandon et qui a fait en sorte qu'on s'est beaucoup étalé. Sans faire de cours de géographie, c'est quelque chose qui a saccagé énormément les territoires ruraux. Et aujourd'hui, l'envie de ville fait qu'on revient évidemment dans le centre, on revient vivre ensemble, en groupe, et avec un paradigme un peu nouveau qui est de faire ensemble à une échelle rapide et importante. Ce qui est la nouveauté en fait de ce faire ensemble. C'est toute une difficulté qui s'adresse à nous comme praticiens, et là on est dans l'illustration de ça. Comment faire un projet de la taille requise sur ce territoire de Lyon-Centre, et qui pour autant répondent à ces aspirations de bonne échelle, de bonne mesure, de fait du hasard. On a beaucoup parlé de ça, et notamment on le voit dans ces croquis, comme si la ville s'était faite petit à petit par des effets de hasard. Et ça, c'est une poésie que l'on cherche à inscrire sur ce projet. Donc, moi, je suis très preneur des échanges comme aujourd'hui. Ça nourrira le projet quoi qu'il advienne. J'ignore quelle est la proportion de ce qui est proposé ou demandé ou souhaité et qui pourra être acté. Mais je laisse la parole volontiers pour qu'un maximum de matière soit produite et qu'on puisse la faire nôtre et la porter dans ce projet et répondre le mieux possible. Moi, je voulais juste demander au monsieur, les 1800 mètres carrés, c'est accessible à tout le monde ou c'est accessible à l'ensemble des gens qui habitent dans les bâtiments? Est-ce un îlot fermé? Aujourd'hui, on est plutôt sur un îlot fermé, mais je ne vous cache pas que nous n'en sommes pas là. Et qui fait ces choses-là? Juste pour les questions, c'est important. Il y a, la réponse était c'est plutôt un îlot fermé, mais c'est en. Voilà, si vous voulez la. Voilà. Et ensuite, juste par contre, c'est le monsieur qui est là et ensuite celui-là. Pour répondre à votre question, une partie centrale de ces 1800 mètres carrés est effectivement à vocation privative, non ouverte. En revanche, dans les pistes que l'on explore, l'idée est que les deux angles qui sont l'un du côté du garage Citroën et de l'autre sur la place, ces deux angles soient au maximum conquis par l'espace public, avec un usage sous l'immeuble, un usage de rez-de-chaussée, donc d'un côté la crèche, de l'autre un espace à définir, c'est quelque chose qui est encore en discussion, en échange, ce fameux rez-de-chaussée commercial, ou rez-de-chaussée d'activité, qui trouve beaucoup de preneurs ce soir, mais il y a une vraie envie de faire, et une nécessité réglementaire de faire un rez-de-chaussée actif. Donc ces deux angles-là seront ouverts. Et l'espace qui est devant et à côté, dans les failles, dans ces fameuses failles qu'on voyait tout à l'heure dans l'OAP, sont elles aussi ouvertes au moins pour l'accès, notamment à la crèche,
ou au rez-de-chaussée actif. Donc, ce n'est pas la totalité, mais une bonne partie de ces deux angles sera conquise par l'usage public. Et qui décide, pour répondre à la question qui venait de cet angle, je crois, c'est conjointement la collectivité qui ne souhaite pas acquérir cet espace-là et le gérer, et l'opérateur qui, donc, en ayant acheté le foncier, doit le garder. Benoît, je suis bénévole à Locomotive et j'étais bénévole sur Mazagran événement, pour ceux qui connaissaient cette fête urbaine d'été qui avait lieu sur la place. Est-ce que vous pourriez faire un point sur ce qui est déjà officiellement acté? Est-ce que tous les mètres carrés du lot ont déjà été rachetés et qu'est-ce qui est encore négociable? Quelle est la marge de manœuvre? Question bien notée. Il y avait une question là-bas, puis après, ensuite on essaye de répondre à tout ça. Romain, chef dans le quartier, et je porte aussi un projet dans le quartier, bricolage, juste à côté. Et après, nous aussi, on est un peu dans la même problématique que le chef d'archer, à une beaucoup plus petite échelle. Et ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est oui, mais débrouillez-vous, de toute façon, vous allez trouver dans le marché conventionnel et vous allez quelques mètres. Et donc, justement, sur ces questions-là, par rapport aux futurs locaux d'activité dont on a parlé, est-ce qu'il y aurait peut-être une démarche à mettre en place pour favoriser des associations et à loyer modéré pour qu'on ne soit pas dans les questions de spéculation encore une nouvelle fois, parce que de toute façon tout ce foncier est inaccessible à monsieur tout le monde. Bonsoir, Eric, j'habite dans le quartier aussi. Je suis adhérent ici à l'association. Moi aussi, j'ai bu du petit lait ce soir. Donc je suis pas spécialiste, je suis pas architecte, je suis pas urbaniste, je suis pas constructeur ni démolisseur, mais habitant du quartier. Et je remercie ceux qui ont préparé cette soirée parce que ils m'ont fait rêver. On est rentré avec vous dans l'imaginaire que vous avez construit avec vos dessins. Et j'avais juste envie d'abord de faire une première remarque, c'est qu'entre le projet que vous portez, sur lequel vous avez travaillé, et les 3 autres projets qui ont été proposés, pour moi qui ne connais rien et qui suis un simple habitant, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, et je trouve que... je rejoins la question qui était posée tout à l'heure. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est des décisions possibles pour faire bouger le projet, parce qu'on se mobilise ce soir, c'est intéressant de le faire, et je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement, mais voilà, où est-ce qu'on en est? Je serais intéressé de savoir si les jeux sont déjà faits, c'est pas la peine de s'énerver plus longtemps, et voilà, et on va peut-être modifier à la marge 2-3 petites ouvertures dans le projet que vous avez déjà préparé, ou est-ce qu'au contraire ça vaut le coup de se mobiliser pour que les projets qui ont été présentés ce soir puissent aboutir et faire vivre davantage le quartier. Voilà. Alors simplement sur le projet, qu'il n'y ait pas de malentendu, il n'y a pas de projet aujourd'hui. C'est-à-dire ce que vous avez vu n'est pas le projet. Merci. Le projet qui a été présenté en premier, c'est ça, les premières illustrations, ce n'est pas le projet que UTEI, Grand Lyon Habitat ou même la ville et moi-même portons, puisque ce projet n'est pas dessiné aujourd'hui. C'est un projet qui, aujourd'hui, a été une traduction d'une disposition réglementaire du PLU. Là, la ville, on n'est pas dans l'enquête publique du PLU. C'est une hypothèse issue du droit du sol, du droit réglementaire du sol. C'est heureusement pas comme ça que la ville se fait, même si elle peut donner lieu à des critiques. La résultante réglementaire n'est pas la ville, et Dieu merci. Donc, aujourd'hui, le projet, il n'y a pas de projet. Ce qui est montré là, ce n'est pas ce qui va se faire ou ce qui est porté aujourd'hui.
c'est une résultante réglementaire, et heureusement, ça ne sera pas le projet. Et pour simplement terminer, les illustrations qui ont été montrées ne sont pas non plus le projet, elles ne sont parfois pas réglementaires ou pas possibles économiquement, mais pour autant, de nombreuses choses peuvent être récupérées dans un projet, réinterprétées, tentées, et c'est bien l'objet de notre rencontre, c'est de voir ce qui est tentable. Pour essayer de compléter ce qui a été dit, aujourd'hui, alors certes, nous nous sommes contentés de faire une élévation en volume, globalement, de ce que pourrait être un projet qui part d'un plan local d'urbanisme. C'est pas tout à fait qu'un règlement, c'est-à-dire il y a vraiment une OAP, c'est-à-dire une orientation d'aménagement de ce site. Ce qui est vraiment très fâcheux pour nous dans cette OAP, c'est déjà la non prise en compte du patrimoine existant industriel, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire que dès l'origine, l'OAP fait table rase de ce qui existe. Donc en soi, aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de se battre? C'est évident. C'est le sens de la réunion de ce soir, c'est-à-dire qu'on a une parcelle publique ici, une parcelle publique située sur le parking derrière, une parcelle publique derrière, et le reste des garages et des maisons est en principe la propriété du promoteur UTEI, où est en passe de l'être, je crois, une maison qui n'est peut-être pas encore vendue. Ce qui est certain, c'est que le PLU, le nouveau plan local d'urbanisme Habitat, n'a pas été encore approuvé. Et je crois que sincèrement, la métropole regarde ce qui se passe à la Guillotière aussi, c'est-à-dire on regarde ce soir pour se dire est-ce qu'à un moment donné on continue, on y va, on rase le dernier îlot en majorité d'activité du quartier, ou à un moment donné le projet s'amende un peu plus que par exemple la relocalisation d'activités dans les rez-de-chaussée, etc. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un dit. Juste pour compléter un tout petit peu, c'est que sur les documents, donc on a produit des documents avec ce qu'on avait dans l'information. On n'avait pas tous vos documents, donc on a respecté les documents qui nous ont été fournis soit par le PLU, soit par le conseil de quartier, soit d'autres documents qu'on a vus, on sait qu'ils sont en cours, qui ont été présentés par M. Graberg, où il y avait un niveau qui était plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait une partie 5R+6 plus attique, et on sait que ça va évoluer. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que, ok, c'est un projet qui peut évoluer, certes, il est quand même assez parti sur une partie, puisque l'angle que vous avez au nord-est, les architectes sont en train de répondre dessus, et le rendu de concours doit être pour la semaine prochaine ou celle d'après. Donc on est quand même sur quelque chose qui est lancé, mais effectivement, au PLU en rigueur aujourd'hui, c'est encore et toujours un espace public. Voilà. Donc je dirais qu'on est entre deux eaux, on est entre un projet qui peut évoluer, puisqu'aujourd'hui, la loi qui le régit ne permet aucune construction, donc ces terrains sur lesquels on est ne valent rien, techniquement, puisqu'ils devraient être détruits. Et en même temps, il y a un projet qui est lancé, même très bien lancé, puisqu'il y a un concours d'architectes sur l'îlot à côté. On aurait pu imaginer qu'en bon père de famille, on attend peut-être de mettre la charrue avant les bœufs, enfin une sorte d'expression comme ça. Bonjour, alors moi je suis une habitante du 33 rue Salomon-Rénal. C'est l'immeuble qui fait l'angle là, qui est situé en bas gauche, enfin en bas du schéma en noir. Je voulais témoigner en fait de la manière dont le projet a été présenté au mois de janvier. Il y a eu une réunion invitant les propriétaires des appartements qui s'est passée de manière assez confinée et qui a été du coup qui avait pour objet de présenter le projet en disant que ce projet finalement était acté et qu'on en était informé. Il n'y avait aucune concertation qui était proposée, ou en tout cas quelque chose qui permettait peut-être de discuter du fait qu'on allait avoir un mur qui allait se monter pile en face de nos fenêtres, à quelques mètres. Et quand une de mes voisines a posé une question en disant mais enfin voilà, il va y avoir un mur là qui va se construire vraiment en face de chez nous, est-ce que ça peut être peut-être un peu reculé? On lui a répondu de manière assez condescendante, Madame, estimez-vous heureuse, il y aura un décrochement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mur vraiment frontal, vous aurez quelque chose avec un angle, donc s'il vous plaît,
estimez-vous heureuse voilà, de la situation. Et quand on a eu écho de cette manière de faire, on a trouvé que c'était une manière assez violente finalement de considérer la manière dont on pouvait aménager le quartier sans voilà, discuter ou échanger sur le fait qu'on puisse avoir peut-être envie de voir le ciel, de voir les oiseaux, enfin voilà. En tout cas, moi je remercie vraiment les porteurs du projet d'avoir mis des mots sur ce qu'on a pu ressentir quand on a pris acte de la manière dont se sont faites les choses. Voilà, merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir fait aussi nous sentir citoyens, appartenant à un collectif qui puisse faire, en tout cas en tant que citoyen, avoir le droit de dire les choses et de ne pas se sentir minuscule face à des gens qui ont un pouvoir, de l'argent de l'immobilier, qui permet de considérer les gens qui ne sont pas d'accord avec vous comme des gens qui n'ont pas le droit de parler. Je me lève parce que je vais devoir partir, je serai bien installé avec vous, vous êtes tous très beaux, c'est très émouvant d'être là. Moi je voulais juste revenir, je pense qu'on est tous là ce soir parce qu'on en a marre que les promoteurs immobiliers détruisent le patrimoine lyonnais. Moi quand je vois ce qui est devenu le sud du 7e, ce qui est devenu le quartier de Perrache, et ça continue, des barres d'immeubles, toujours les mêmes, qui cachent la lumière, tout ça, ça me touche. Moi j'aime le patrimoine lyonnais, j'habitais à Lyon il y a 10 ans. Et je suis revenu parce que j'aime cette ville. Et j'ai pas envie que ça devienne ça. J'ai pas envie que Lyon devienne comme ça. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau public. Je pense que notre gouvernement privatise assez en ce moment. Il faut arrêter. Et je pense que l'action, c'est nous qui devons la mener tous ensemble. Merci. Moi, je voudrais juste dire une chose, parce que... il faut que tout le monde entende. Merci, je voudrais juste dire une chose, parce que la profession à laquelle j'appartiens est en pour son grade. Nous répondons à un besoin, on ne le crée pas. On ne le crée pas, on répond à un besoin. Il y a une population qui augmente, on a un phénomène de diminution de la taille des ménages qui fait qu'à population identique, on a besoin davantage de logements. On trouve des solutions pour y répondre et après, on le fait avec les règles qui existent. Ouais, l'idée, c'est pas de se défendre en fait. Là, non, mais dès lors qu'on était un peu attaqué, je m'autorise à le faire quand même. Voilà. Non, mais je ne l'ai pas pris comme une attaque personnelle. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Je n'ai pas été applaudi, mais je t'ai écouté, c'est déjà très bien, je vous en remercie. Je voulais juste dire que j'ai bien d'accord avec la personne qui a parlé juste avant. Ces immeubles, là, comme celui qui a été construit face à la place Mazagran, pour moi, c'est des immeubles, c'est de la destruction de quartier en fait. Je pense que je me permets de le redire parce que je pense qu'on n'entend pas assez. Et ça détruit le quartier petit à petit, ça casse son âme. C'est ce qui a été dit avec les mots un petit peu plus avant tout à l'heure. Et c'est des choses qui vont nous faire fuir en fait, qui vont nous faire partir ailleurs. Ce quartier est une jolie vie. Et c'est vraiment un des endroits qui est agréable à vivre dans Lyon. Un des derniers endroits que je trouve agréable à vivre dans Lyon. Et on est en train de le détruire avec tous ces nouveaux immeubles. Voilà. Juste par rapport au promoteur qui disait qu'il était attaqué, il n'y a pas que le logement qui est un véritable besoin pour un quartier. Il y a tout ce qui est autour et qui nécessite de la surface, de l'espace, des mètres carrés, et qui ne sont pas nécessairement comptables, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas une valeur pour à court terme, mais à long terme, une vie de quartier, ça permet aussi à vos logements que vous construisez d'avoir une valeur qui va continuer à se stabiliser, alors que sinon, on sait très bien ce qui va se passer à un quartier qui n'a pas de vie. Les gens partent et puis après, on a d'autres problèmes. Donc, c'est une vision de court terme de dire il y a un besoin de logement, on répond pas au logement. C'est pas le seul
le seul élément qui crée une véritable vie de quartier. Moi, je voulais juste aborder un point, c'est qu'on aime beaucoup raser, construire du neuf, du clinquant, qui en fout plein les yeux, quoi. C'est un peu, ça fait un peu new-yorkais, là, on a l'impression d'être des grands par rapport. Mais ce qui fait beau, ce qui est agréable dans des quartiers comme celui-ci, c'est la tête, la beauté des immeubles. Alors certes, il y en a qui sont vétustes, il y en a qui, dont les toits s'effondrent un peu et tout, mais il y a quelque chose qui s'appelle la réhabilitation des immeubles. On peut très bien travailler sur la réhabilitation des meubles, enlever tout ce qui est amiante, des choses, le plomb, des choses comme ça, et garder le cachet. Parce que ce quartier, comme plein d'autres à Lyon, ce quartier, donc cette ville a une âme, elle a une gueule, elle a une belle gueule, et elle plaît. Hein. C'est pas les trucs qu'on est en train de construire à Jean Jaurès là-bas et tout, qui vont donner du cachet à notre pauvre ville quand même. C'est pas enviable, on n'a pas envie de ça, et on nous l'impose, quoi. On nous l'impose, il n'y a pas de référendum, là, il n'y a que dalle. Hein. C'est j'ai du pognon, j'achète le terrain à bas prix, je rase et je construis des machins en verre, il n'y a pas un bar, il n'y a pas une épicerie, il n'y a pas une boulangerie à 500 mètres à la ronde. Après, il faudra aller dans les centres commerciaux un peu éloignés ou assez éloignés, et on vit dans un truc qui est inhumain. Et la réhabilitation, c'est peut-être la forme de faire du neuf avec de l'ancien qui a de la gueule et où les gens se sentent bien chez eux. Voilà. Et ils aiment accueillir leurs amis parce qu'ils ont quelque chose à présenter qui est agréable. Merci. Je reprends la parole rapidement. J'ai une question au promoteur. Je ne sais pas s'il est parti, si vous voulez le représenter. D'accord. Quelle est votre relation avec la métropole de Lyon? Et vous parliez, vous répondiez à un besoin. Et quelle commande la puissance publique vous a passée? Et quelle est la position de la métropole de Lyon pour qu'on arrive au projet que vous avez proposé? Réponse après la question suivante. C'est effectivement une autre question, c'est plutôt plus technique, parce que je pense qu'on est beaucoup de novices. Moi je suis une habitante du quartier. C'est une histoire de timing, c'est-à-dire entre les informations différentes qu'on a eues sur le plan local d'urbanisme n'a pas changé, mais le promoteur a déjà acheté les terrains, le projet n'est pas acté, mais certains habitants ont été informés. Du coup, quel est le calendrier? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez une espèce de deadline? Comment ça va s'avancer en termes d'infos légales? J'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire, voir s'il y a un appel d'offres qui a été lancé, enfin où vous en êtes en termes de calendrier. Et merci aux gens qui ont organisé cette réunion. Merci. Alors, pour répondre à la première question, non, la métropole ne passe pas de commande. Je veux dire, aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Ça pourrait être un de nos confrères et néanmoins concurrents qui serait ici. En fait, notre métier, si vous voulez, c'est encore une fois de répondre à un besoin en ayant à cœur de traiter ce que disait monsieur qui est par là. Tout à fait, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Et je pense d'ailleurs que l'amener d'une population un peu plus importante dans les centres permet de revitaliser des tissus commerçants qui parfois ne sont pas toujours en très très bonne santé, avec un peu plus de clients, un peu plus de commerçants. On voit aussi que les grandes enseignes de distribution qui, à une période, allaient tout le temps en périphérie avec des formats gigantesques, reviennent avec des formats beaucoup plus acceptables en centre-ville. Et ça, c'est très bien. Et nous, ça nous va très bien. On ne veut surtout pas changer l'âme du quartier. Hein. Soyons d'accord là-dessus. On a des ambitions qui sont bien plus modestes que ça, qui sont travaillées en essayant d'être dans un climat d'entente avec l'environnement, de pouvoir revenir dans un quartier où on travaille, et puis de faire en sorte que les agréments subsistent. Bon, après, la métropole ne passe pas de commande. Nous, on a à un moment donné, on fait un travail de prospection, de recherche, on est sollicité aussi, dans certains cas, par les propriétaires,
qui nous dit j'ai un terrain qui pourrait être constructible, etc. Puis on travaille, puis on prend des échanges avec la collectivité, et la collectivité fixe les règles. Et après, le projet peut voir le jour ou il ne peut pas voir le jour. Mais si vous voulez, ça a quand même du sens, je pense, de construire ici. Il a dit tout à l'heure, on rase tout. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, oui, probablement. Aujourd'hui, non. On a des exemples quand même assez nombreux. Alors peut-être que vous trouvez qu'on ne garde pas assez de bâtiments anciens, mais on en garde. Vous citiez Gerland tout à l'heure. Il y a une structure qui dépend du groupe EDF qui s'est installée là où il y avait les magasins généraux de Gerland, dans une ZAC publique qui s'appelle, je crois, la ZAC des Jardins de Gerland. Cette structure s'appelle le Septel, avec un bâtiment assez moderne, qui est avec des panneaux un peu du jaune. Je vois que ça parle à certaines personnes dans l'investissement. Il y avait dans cet ensemble une grande halle qui était vraiment spectaculaire, et cette halle, elle a été gardée. Et aujourd'hui, elle fait partie du projet. Et je crois que c'est le restaurant d'entreprise, me semble-t-il, des nombreuses personnes qui travaillent sur le site qui l'utilisent. Nous-mêmes, à une échelle beaucoup plus modeste, le dernier immeuble qu'on a fait dans le nord du 7e arrondissement, il n'est pas très loin d'ici, il est rue Marc-Bloch. Quand vous prenez la rue Marc-Bloch sur la droite, il y a à l'angle de la rue de la Madeleine un bâtiment avec un supérette, le rez-de-chaussée. C'est le bâtiment qui est juste après. On a 15 mètres de façade, on doit avoir à peine 20 appartements dans le bâtiment. Et il y avait à l'arrière un bâtiment qui était assez intéressant. Et on a, plutôt que de tout raser, ce qu'on aurait fait il y a 20 ans, on a démoli une partie du bâti existant, on a créé un petit jardin quand même derrière l'immeuble, parce que là aussi il y a le souhait de faire des espaces verts. Puis notre attention, comme sur notre projet, il a de très très loin beaucoup plus d'espaces verts que tous les autres qui ont été présentés. Alors on aime ou on n'aime pas, enfin ça c'est comme une qualité qu'il faut lui reconnaître. Et dans ce projet qui est rue Marc-Bloch, sur le bâtiment arrière, on a aménagé des parkings au sous-sol et il y a une agence web qui s'est installée au premier étage dans un volume existant qu'on n'a pas rasé. Alors, excusez-moi, je vous rends le micro. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut essayer de répondre. Vous avez parlé d'un autre projet, vous n'avez pas répondu à la question. Il y avait une question ici. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est y a-t-il ce soir des représentants du Grand Lyon? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en fait comment se fait un projet d'urbanisme? Comment se transforme un quartier? Est-ce que les gens qui sont dans ce quartier sont informés, pas informés, associés, pas associés? Moi qui n'habite pas de quartier, ces questions m'intéressent parce que je veux savoir dans quel type de démocratie je vis. Question, je pense, ouverte à la salle. Est-ce qu'on va peut-être prendre les dernières questions? Il y a des représentants du Grand Lyon. Alors, sur le timing, d'accord, pardon. Sur le timing du projet, on a un nouveau PLUH qui en principe doit être accepté, me semble-t-il, à partir de janvier 2000, enfin voilà, 19, quelque chose comme ça. On est certain qu'à ce jour, au 1er janvier, si vous avez accepté le 31 décembre, au 1er janvier, on aura un permis de construire pour du logement social. C'est quand même compliqué d'être contre le logement social. Sur la partie publique, actuellement, sur le parking qui est face à la place Mazagran. Encore une fois, sur le timing, on est en ce moment en phase de réflexion du PLU sur sur l'enquête publique. Est-ce que l'enquête publique, à ce jour, va expliquer, suite aux remarques qui ont été faites, que ce projet est abandonné pour un autre, etc. Ça, on ne sait pas. Ensuite, il me semble que si le permis de construire est accepté en janvier, voilà, on a 6 mois de délai d'instruction, et ensuite, globalement, c'est un début des travaux. Techniquement, c'est un permis classique, c'est-à-dire que vous avez les services instructeurs qui valident, là vous me coupez, mais donc vous avez aussi les ABF qui vont observer le permis, et ensuite après vous devez afficher le permis et purger ce qu'on appelle le recours des tiers, c'est-à-dire que si vous êtes voisin, une association, etc., vous pourriez vous opposer au permis. Donc tout cumulé, il faut bien compter 8 mois, voilà, avant. Alors après, la démolition peut être faite en avant, puisqu'on peut faire des permis de démolir, même si on n'a pas de permis à présenter. Voilà.
et en permis de construire à présenter. Voilà. Mais sur le délai, nous on ne sait pas parce qu'on n'a pas les informations nécessaires. Voilà. Et pour répondre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Grand Lyon ce soir, s'il veut s'exprimer et se présenter, pourquoi pas. En tout cas, nous, on a fait l'effort de tenir au courant tout le monde, y compris M. le promoteur. Pour ce qui est du projet urbain qui a été fait sur place, nous, il y a eu des réunions d'information du projet, dont vous avez fait partie, dont certaines associations ont fait partie. Le conseil du quartier a essayé de travailler, faire des remarques sur le projet. Après, il n'y a pas eu un grand élan de concertation, ça fait erreur de ma part, mais il n'y a pas eu de grand élan de concertation, je crois. Mais ce serait, encore une fois, une bonne question à poser à la métropole qui pourrait expliquer comment ça s'est mis en place. Voilà. Pour rebondir directement, c'est que probablement qu'il n'y a pas eu une grande concertation de lancée parce que, encore une fois, il n'y a absolument aucune prise en compte de la spécificité de ce quartier, de cet îlot en particulier. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup de gens, ils ne comprennent même pas pourquoi nous sommes là. C'est très bien, on va démolir cette petite baraque de rien, et puis voilà. Mais comme l'a rappelé Michel Musso tout à l'heure, on est à ce jour, à l'échelle du quartier, sur le dernier îlot de ce type. Donc voilà, c'est très triste de le faire partir en fumée si vite. Je voulais juste répondre à la question de monsieur par rapport aux outils démocratiques. Nous, on est quoi? On est 6. En un mois, on a mis au courant beaucoup plus de monde que le Grand Lyon l'a fait, à mon avis, sur ce qui se passe ici. La plupart des gens n'étaient pas au courant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai beaucoup parlé dans les rues et les gens n'étaient pas au courant, tout simplement. Et avec des outils basiques, des outils informatiques, on a mis les gens au courant. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un manquement de la part du Grand Lyon aussi sur la communication de ce qu'ils font? Je pense que la question se pose. Merci. Alors moi j'habite ce quartier depuis 12 ans et j'ai vu la manière dont s'est passé l'aménagement, le premier îlot Mazagran. Et en fait, au départ, le projet a été présenté de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été présentées comme actées. Et puis, à un moment donné, il y avait par exemple, dans la première proposition, l'idée de supprimer complètement le jardin partagé de l'îlot Mazagran et de le déplacer à un autre endroit, ce qui était très surprenant parce qu'il y avait déjà quelque chose qui existait, avec une histoire, avec tout un tas de choses qui avaient été construites petit à petit. Et puis la mobilisation, comme ce soir, a été importante quand les choses se sont sues. Et il y a toute une mobilisation qui a poussé la métropole à organiser une concertation. Et le travail que vous avez fait ce soir et qui vous a demandé du temps, que vous avez fait sur votre temps personnel bénévolement, avait été fait à cette époque-là par une association qui avait été mandatée par la métropole pour organiser une concertation avec les gens du quartier. Et ça s'est fait de manière finalement assez démocratique au sens où on a pris en compte l'avis des habitants, on les a impliqués dans le choix de l'usage des espaces, à savoir quels étaient les besoins du quartier pour les enfants, pour les gens qui étaient déjà dans les associations, le jardin partagé, pour les habitants. Et tout cela a été discuté, a été négocié, et par exemple le parc Orange que vous connaissez a été construit, la partie pour les enfants, en concertation avec les gens du quartier. Donc moi je crois que si ça a été possible à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible aujourd'hui. On est dans les mêmes conditions, je sais pas, mais la collectivité territoriale, c'est quand même quelque chose, c'est des gens qui nous représentent, qui ont été élus. Alors pourquoi, en tant qu'habitants du quartier, en tant que personnes qui vivent, qui travaillent ici, qui viennent dans ce quartier, pourquoi on ne serait pas concerté? Il me semble qu'on n'est pas dans on n'est pas dans un pays, on n'est pas dans une dictature, on n'est pas
dans quelque chose qui nie complètement les personnes. Le participatif, le fait d'impliquer les gens dans les différents projets, ça existe. À la Croix-Rousse, il y a plein de projets. Il y a des associations qui sont même capables, qui ont des compétences, je pense au Robin des Villes par exemple, qui ont des compétences pour travailler justement avec les gens du quartier et les aider à s'impliquer dans tous ces projets. Je vous propose que l'on termine cette partie formelle sur cette note optimiste. On est très heureux qu'on ait pu être très nombreux ce soir. Comme a dit Erwan, on a commencé à 6 à la première réunion, on était 25 il y a quelques jours pour organiser cette soirée. On est 150 ce soir, on sera 2000 demain. Il y a sans doute beaucoup à faire entre dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Chacun va retourner à ses activités. Certains vont retourner à leur travail de promotion immobilière. À l'opposé, d'autres vont peut-être se lancer dans un projet de Mazad grand, comme François l'a proposé tout à l'heure. Et au milieu, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Voilà, et donc ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de déposer votre adresse mail aux tables afin d'être dans la boucle des informations, des actions et de la suite à donner. Il y a une petite tasse à thé là-bas pour mettre quelques piécettes pour rembourser les tracts, affiches, etc. qui ont été nécessaires à la réalisation de cette soirée. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents. Comme dernière petite action physique avant de boire un petit verre ensemble et discuter informellement, chacun peut prendre sa chaise et essayer de faire des petits tas, pas des tas de 15 chaises, mais des tas de 5-6 chaises. Et là, on peut plutôt dans cette partie-là, sans mélanger les couleurs, parce qu'au milieu des marrons, il y a des marrons foncés.